du ciel. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ça enregistre. Ah, d'accord. Alors, bonjour Moussa. Bonjour. Très heureuse de te voir aujourd'hui, comblée. Comme je viens de te le dire, Pareillement, je garderai pareillement. des heures. C'est toi qui vas partir, c'est pas moi. Alors, pourquoi ce livre, ce magnifique livre que j'ai reçu, que j'ai lu, merci pour la dédicace, Se reconstruire. Hein, il est magnifique ce livre. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Parce que je suis de plus en plus sensible à cette espèce de clivage, à cette espèce de manichéisme qui se pratique dans notre culture, c'est-à-dire diviser les émotions en deux parties, les émotions positives, les émotions négatives, voilà, enfin tout ce qui est positif, négatif, etc. Et puis voilà, donc je suis de plus en plus sensible à cette espèce de dichotomie, de clivage, de manichéisme, etc. Et puis voilà, bah, et puis d'autant plus que effectivement, voilà, donc avec l'âge, j'ai petit à petit réussi à élaborer un concept qui m'est extrêmement cher, qui est le concept de la dialectique féconde et des contraires. Effectivement, dans la culture d'aujourd'hui, il y a une espèce de dichotomie entre les sexes, les hommes, les femmes, enfin, à tous les niveaux, bon, mauvais, bien, positif, négatif. Alors voilà, j'ai voulu, avec le concept de la dialectique féconde des contraires, mettre l'accent sur le fait que, en fait, voilà, à travers les épreuves de la vie, malgré les souffrances que ça peut occasionner, malgré les souffrances qu'on peut ressentir, eh bien, ces épreuves de la vie peuvent être aussi maturantes et peuvent aider le sujet à devenir un peu plus adulte, un peu plus lui-même. D'autant plus que à partir du moment où le sujet exprime une souffrance, à partir du moment où il y a un manque, et voilà, toute l'industrie d'aujourd'hui l'encourage, enfin, dans le système capitaliste de consommation, à consommer ceci et cela, que ce soit des médicaments, que ce soit, enfin voilà, la consommation des choses à l'extérieur. Et donc, toute la culture, quand il y a une souffrance, encourage le sujet à sortir de lui-même, à investir dans le dehors et dans l'extérieur, à combattre, enfin surtout à combattre cette souffrance à l'extérieur avec des moyens réels. Alors j'ai essayé de dire que non, qu'effectivement la souffrance est une lettre qu'on reçoit par le facteur, il comporte un message. Et donc, son message, en fait, c'est une invitation à rentrer dans son intériorité, enfin, à se nourrir et à s'abreuver à ses sources profondes. Et voilà, donc il n'y a pas de souffrance, elle n'est pas particulièrement négative. Et puis la solution, l'apaisement ne se trouve pas forcément à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Par exemple, enfin, un exemple extrêmement rapide, la dépression n'est pas une maladie qu'on doit guérir, enfin, surtout par le biais de la consommation ou de la consommation de médicaments. Mais la dépression, le symptôme dépressif, c'est quelque chose qui est venu nous guérir. C'est un messager qui est venu nous dire que pendant tant de décennies, on n'a pas été nous-mêmes, on n'a pas été, on s'est pas occupé de soi, on n'a pas été une gentille maman avec soi-même, et que vraiment la dépression, comme l'angoisse, hein, comme toutes les émotions qualifiées injustement de négatives, ce sont des messagers qui viennent voilà, nous rappeler à nous occuper, enfin, à être un peu plus nous-mêmes, à écouter un peu plus, à nous pencher un peu plus vers notre intériorité. Donc, Alors, c'était surtout pour mettre en valeur le concept de la dialectique féconde des contraires, c'est-à-dire que les roses ont des épines, c'est comme ça, que la vie a des lumières et des obscurités, qu'il y a des qualités et des défauts, et qu'on ne peut pas les cliver, on ne peut pas les sectionner, et que voilà, et qu'il faut vraiment,
Il ne faut pas laisser son intériorité en jachère. Et voilà, donc il faut être à l'écoute de ce qui peut effectivement quelquefois nous perturber et nous déranger, qui a un message, comme la fièvre et la douleur d'ailleurs, hein, parce que imaginez, si on n'a pas de fièvre, la fièvre n'est pas un phénomène pathologique, mais au contraire, ça vient nous indiquer qu'il y a une infection quelque part dont il faut s'occuper, comme la douleur, euh, exactement pareil. Oui, tu allais poser une question? Ah non, j'en ai plein, t'inquiète pas, t'es là pour 3 heures. T'as prévenu ta femme, j'espère. Alors, pourquoi avoir choisi le cas de Mélanie et celui de Victor? Pourquoi cela? Ils t'ont touché particulièrement? Et pourquoi je les ai choisis? Ben, je ne saurais pas trop dire. Parce que, par exemple, dans le cas de Victor, effectivement, ce qu'il a vécu, c'est une tragédie. Effectivement, la perte d'un enfant est quelque chose, voilà, c'est une blessure très difficilement cicatrisable. Voilà, c'est pas, parce que dans les épreuves de la vie, il y a des épreuves un peu de toute intensité et de toute importance objective. Oui, on peut, oui, une déception sentimentale pour un jeune homme de 20 ans, c'est pas pareil que pour un homme de 60 ans de perdre son enfant. Il y a une échelle de valeur des épreuves que parfois la vie peut nous infliger. Voilà, alors le cas de Victor était un cas très intéressant. La perte d'un enfant, a priori, quelque chose d'incicatrisable, quelque chose d'horrible, enfin, ça l'est objectivement. Bon, j'ai essayé de montrer à travers ce cas que bien sûr que la perte d'un enfant, c'est un drame, c'est une tragédie absolument épouvantable, mais j'ai essayé de montrer qu'en fait, un traumatisme, une épreuve touche le sujet à deux endroits, à deux pans de sa personnalité, c'est-à-dire l'épreuve, ça touche l'adulte, le père qui a perdu son enfant, mais ça touche aussi, à deux endroits, ça touche aussi l'enfant intérieur, le petit garçon, la petite fille qu'il était. Alors voilà, donc la douleur qu'une épreuve produit, c'est en fonction évidemment quelque part de son objectif, son importance objective, mais il sert aussi de facteur déclencheur. Il enfonce le couteau dans une plaie ancienne et donc ça fait mettre à jour et ça fait révéler toutes les douleurs, enfin tout le contentieux, tout ce qui était resté en suspens jusque-là, enfin toute la détresse en quelque sorte de l'enfant intérieur. Et une douleur, quelle que soit son intensité, peut, malgré son horreur, peut servir aussi quelquefois, justement dans le cas de Victor, de fil d'Ariane pour aller retrouver cet enfant intérieur et sa détresse qui apparaît et pour pouvoir effectivement euh, l'apaiser, faire la paix avec son passé et faire la paix avec son histoire. Voilà, donc ça c'était par rapport au cas de Victor. Et puis dans le cas de Mélanie, j'aborde aussi un autre thème très important que la plupart, la majorité d'ailleurs, des patients abordent, c'est-à-dire le thème de légitimité, illégitimité. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Mélanie, c'est qu'effectivement, enfin, elle se sentait dans la vie amoureuse, sentimentale, enfin, à tous les niveaux, illégitime, enfin, comme si elle n'avait pas le droit d'être heureuse, comme si elle n'avait pas le droit de prendre une place, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Voilà. Alors, l'analyse de son histoire montre qu'en fait, cette illégitimité psychologique prenait sa source dans une illégitimité biologique, adultérine. Et voilà, parce que elle rencontrait, par exemple, le fait d'être seule, ça lui était absolument insupportable. Mais voilà, ce que j'ai essayé de dire, c'est que cette solitude en tant qu'adulte dans la vie amoureuse et sentimentale, c'était voilà, aussi un facteur déclencheur, c'est-à-dire c'était parce que la douleur de ça, c'était très important, non pas parce qu'elle n'était pas entourée, mais parce que ça renvoyait à cette solitude qu'elle avait, qui était vraiment son lot depuis avant même sa naissance, enfin, pendant même qu'elle était conçue.
Alors, voilà, donc effectivement, beaucoup de nos patients, même s'ils sont tout à fait, enfin, ils ont des parents légitimes, ils sont nés dans un cadre et dans un triangle où il n'y avait absolument aucun problème adultérin, mais vraiment, je me suis aperçu que le symptôme majeur des patients, c'est l'illégitimité, c'est-à-dire ne pas se donner le droit, ne pas se donner l'autorisation d'exister, et voilà, d'avoir droit, euh, voilà, et puis d'être bon, de se sentir, enfin, de renouer avec cette bonté profonde. Ils montrent une culpabilité absolument extraordinaire, une espèce de pudeur terrible à être eux-mêmes, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs désirs, à pouvoir dire non, à pouvoir donner des limites aux autres qui ont tendance à abuser d'eux et de leur gentillesse et de leur bonté et de leur naïveté. Voilà, donc à travers le cas de Mélanie, voilà, c'était pour montrer la problématique de l'illégitimité avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la solitude, et la solitude qui malheureusement est considérée comme absence ou comme peu d'entourage autour de moi, mais en fait, elle est pas, la solitude n'est pas une problématique sociologique extérieure, mais la solitude, elle est toujours intérieure, c'est-à-dire que l'enfant a toujours, depuis sa naissance même, a été seul, c'est-à-dire que la mère, enfin, il n'y a pas eu de lien, il n'a pas occupé une place dans le cœur et dans le désir des autres. D'ailleurs, je parle de la solitude comme ça pour dire que ça ne vient pas du fait qu'on est peu entouré, qu'on a peu de relations avec les gens, mais même, par exemple, les angoisses de vieillir, les angoisses de mort, etc., ou de maladie, ne signifie pas que nous avons peur que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tomber malade ou de mourir, etc. Mais ça veut dire que c'est vraiment, nous assistons à la réminiscence, à la réapparition des angoisses de l'enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon qui a toujours été délaissé. Le petit garçon, enfin, dans les angoisses de mort, ça ne signifie pas que nous avons peur de mourir un jour, mais ça renvoie aux craintes de l'enfant intérieur qui, en fait, a toujours inexisté, qui n'a pas compté, qui n'a pas été important, qui n'a pas été tout à un certain moment pour devenir quelqu'un après. Et là, j'en profite au passage pour dire qu'en fait, quand nous parlons de la mort, on sait pas, nous ne savons pas très bien de quoi nous parlons, parce que aussi longtemps que nous n'avons pas fait l'expérience de la mort, c'est un grand mystère. Nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Et quand on fait l'expérience de la mort, ben, on n'existe plus pour pouvoir témoigner de notre expérience. Donc, je crois que quand les patients parlent de la mort, il ne s'agit pas de la mort, il s'agit de cette crainte. Et puis d'ailleurs, personne n'est revenu de là pour nous dire de quoi il s'agit, quel est ça. Mais quand les patients parlent de la mort, en fait, il s'agit d'un néologisme que j'ai un peu inventé, c'est-à-dire de cette crainte d'inexister. C'est-à-dire, ils sont transparents, ils ne comptent pas dans le cœur, enfin, ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de valeur et d'importance, et ils ont toujours cette crainte de ne pas être, voilà, de ne pas compter dans le désir de l'autre, de ne pas être considéré, qu'on ne leur donne pas de valeur, etc. Donc, en fait, il ne s'agit pas des angoisses de mort dans le sens biologique du terme, mais il s'agit de cette crainte d'inexister qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec l'âge, mais qui a été là dès le départ, comme les angoisses de solitude ou les angoisses de maladie, etc. Ce sont en quelque sorte les manifestations de ce que j'appelle la dépression infantile précoce. Voilà, qui continue pendant toute la vie de la personne et puis ça réapparaît beaucoup plus intensément quand il y a des épreuves, c'est-à-dire en fait les épreuves de la vie, quand on a un licenciement, quand on a une déception sentimentale, etc.
voilà, renvoie le sujet au premier licenciement dont il a été victime, c'est-à-dire le délaissement par la mère. Donc, c'est toujours à travers les épreuves, c'est la résurgence de la dépression infantile précoce. Et justement, c'est ça le paradoxe, et c'est ça tout le thème de mon livre, c'est de ne pas prendre la dépression infantile précoce pour une pathologie à guérir, à soigner, que ce soit par l'intermédiaire des choses, des médicaments, des objets ou par l'intermédiaire des autres personnes, mais comme un message, comme une espèce de fil d'Ariane qui peut nous amener effectivement à l'origine et au sens de nos souffrances dans ailleurs et avant, c'est-à-dire dans le passé. Je ne sais pas, dans l'enfance, je ne sais pas si j'ai... Je vais dire deux phrases qui me parlent un peu. La mort n'est là que pour nous montrer une limite et nous autoriser à vivre avant la mort. Parce que tu as parlé aussi, enfin, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ben non. Enfin, peu importe, on ne sait pas. Mais il y a une vie avant la mort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé Absolument. à Et puis noter. d'ailleurs, la plupart, à partir du moment où on s'interroge, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Enfin, donc ça, c'est le grand mystère, on n'en sait rien. On néglige complètement le fait qu'il y a des millions et des millions de gens qui déjà ne jouissent pas, qui déjà ne profitent pas de la vie avant la mort. Donc, en fait, la vraie question, c'est y a-t-il une vie avant la mort? Parce qu'il y a Oui, oui. beaucoup de gens qui ne se sentent pas, enfin, qui sont vivants biologiquement, mais qui ne se sentent pas vivants et puis ne s'autorisent pas et ne prennent pas leur place et ne font pas confiance en eux, en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils laissent leur intériorité délaissée en jachère et ils se rendent dépendants avec une exagération de l'importance de l'extérieur, que ce soit les objets ou les personnes, alors que l'extérieur, les autres et tout, ils ont aussi des limites et ils ne peuvent nous donner, ils ne peuvent pas nous donner plus qu'ils ne peuvent. La souffrance, il faut apprendre à l'accueillir, à s'accueillir pour trouver du sens. Ça va avec ta phrase, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous. Alors moi, je suis très lumineuse, donc profondément blessée, c'est ce que je dis. Mais ce qui nous rend, c'est vrai, si on sait faire le nécessaire, ce qui peut nous rendre très lumineux. Malgré que mon fils a dit que j'étais en pleine crise d'adolescence, mais bon, à voir, chacun son point de vue. Alors, je vais reprendre le texte. C'est quoi pour toi aimer, Moussa? Comment? Aimer, c'est quoi? Aimer. Oui. Bah, aimer, alors pour moi, bon, ça a le même sens que pour tout le monde, c'est-à-dire, voilà, j'aime, oui, ma femme, mes enfants, mon mari, et voilà, dans le sens d'un investissement libidinal. J'aime le chocolat, j'aime certains plats, j'aime certains paysages, certaines lectures, certaines musiques. Voilà, dans le sens que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir. Voilà. Mais voilà, alors, d'un point de vue plus psy, plus analytique, etc. euh, oui, alors c'est pour ça que ça rentre tout de suite en contradiction avec si j'aime, je ne frustre pas. Si j'aime, je ne fais pas de mal. Voilà, donc alors je pense que dans un sens beaucoup plus profond, l'amour aurait quatre critères. Il y a quatre critères. Le premier critère de l'amour, aimer, c'est qu'on donne de l'amour. On s'intéresse, on s'inquiète, on prend soin. Voilà, tout ce qui est l'amour dans le sens par rapport à son enfant, par rapport à son conjoint, par rapport à ses amis. On les aime, on les protège, on leur donne de l'amour. Mais le deuxième critère aussi important de l'amour, c'est qu'on est capable de refuser. C'est-à-dire qu'on refuse, euh, on dit non, non pas par agressivité ou par haine, mais justement par amour. Quand on dit non à un enfant, on ne lui donne pas un quatrième gâteau, ou enfin, tout, voilà, quand on donne des limites, on donne des limites
par amour et qu'on n'est pas dans l'émotion tout le temps, mais on est dans la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, signifier la loi, dire non à soi-même et aux autres, c'est de signifier, c'est une preuve d'amour. Donc, quand on aime, on donne de l'amour, on est capable de frustrer la personne en lui disant non, en lui donnant des limites. Et troisièmement, c'est que quand on aime quelqu'un, on est capable de recevoir l'amour qu'il nous donne. C'est-à-dire, on accepte à notre tour d'être aimé et de recevoir. C'est très important parce que beaucoup de gens pensent qu'ils aiment, mais après, ils ne peuvent pas recevoir des cadeaux, ils ne peuvent pas accepter d'être maternés à leur tour. Et quatrième critère qui montre qu'on est dans le cadre d'un amour sain, dans le cadre d'un amour adulte, et non pas dans le cadre d'un amour infantile, c'est qu'on est capable de refuser de recevoir. Parce que quand l'amour qu'on nous donne est toxique, l'amour qu'on nous donne va à l'encontre de certaines valeurs internes que nous avons. Si quelqu'un me dit je t'adore, mais va tuer quelqu'un, quelqu'un me dit je t'adore, mais tu vas te prostituer. Enfin, je ne sais pas, quand ça, avec nos valeurs éthiques, alors avec nos croyances et tout ça, quand ça rentre en contradiction, donc on refuse de recevoir. Donc l'amour, c'est les quatre. Je donne, je peux ne pas donner, je reçois, je peux ne pas recevoir. Donc c'est ça la souplesse. Alors que, si vous voulez, un des symptômes de la pathologie de l'amour, c'est que ça se branche sur un de ces quatre pôles de façon rigide. C'est toujours la rigidité, c'est toujours le sens unique, c'est toujours l'unilatéralité qui signale vraiment la pathologie. Et sinon, la santé, c'est la dialectique féconde des contraires, c'est-à-dire la possibilité, effectivement, que toutes les facettes du diamant, tous les pans de l'identité plurielle peuvent être vivants et peuvent se manifester. C'est la complexité qui est vraiment la preuve de la santé psychique. Et tout simplisme, c'est vraiment, enfin, j'en ai parlé tout à fait au début, le simplisme, c'est vraiment la preuve de la pathologie. Enfin, Pour aimer, Moussa, il faut quand même être autonome psychiquement, c'est ce que tu relèves souvent. Autrement, absolument. il y a Mais, quelque chose qui ne fonctionne pas. absolument. Mais Hein. justement, c'est parce qu'on est qu'on jouit d'une certaine autonomie psychique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'amour d'autrui, mais on en a le désir. Voilà. C'est parce qu'on est dans l'autonomie psychique qu'on peut aimer, qu'on peut dire non, parce qu'on n'a pas peur de perdre l'amour de l'autre et on n'est pas tout le temps dans la séduction. On peut aimer, on peut dire non. On peut recevoir et on peut refuser de recevoir. C'est justement l'autonomie psychique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, qu'on n'est pas dépendant de l'autre et qu'on ne se sacrifie pas et qu'on ne se sacrifie pas non plus l'autre à soi. C'est l'autonomie psychique, absolument, qui est vraiment la valeur suprême. Et c'est le but de la psychothérapie d'ailleurs, c'est d'arriver à l'autonomie psychique qui est vraiment, qui peut rendre la vie, l'amour possible. Alors, il y a un autre terme en français, enfin, il y a l'autonomie, c'est l'automobile, c'est l'auto en soi, mais il y a un autre terme qui est pris comme équivalent de l'autonomie, mais en fait, que je le considère comme l'opposé, c'est la liberté. Les gens, ils ont cru, enfin, bien sûr, pendant très longtemps, pendant des décennies, là, depuis les années 1900, la liberté, ils confondent la liberté et l'autonomie. Mais en fait, on peut les considérer comme des antinomies. Pourquoi? Parce qu'un alcoolique, par exemple, quelqu'un qui est dans l'addiction, que ce soit l'alcool, les stupéfiants, la sexualité, le tabac, n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans l'addiction, en fait, dans notre culture actuelle, il est tout à fait libre de consommer, de boire 10 litres de vin ou de manger, je ne sais pas, de manger du matin au soir. Mais justement, cette espèce de liberté est la preuve de l'absence totale de l'autonomie.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire non. Il y a la bouteille, quelqu'un lui propose du vin ou de la cigarette, non, il ne peut pas. Donc, alors, donc, alors, ce sont des mots qui sont considérés comme des synonymes, mais en fait, c'est des opposés parce que ce qui est très important dans le cadre de l'autonomie, c'est effectivement de sacrifier quelquefois la liberté sociologique extérieure grâce à la loi et grâce à certaines limites, de se dire non et de dire non à certains. Alors, c'est pour ça que cette espèce de libération exagérée de tout dans le monde actuel, ça peut être suspect et ça peut nous interpeller parce qu'on peut dire que la prison aujourd'hui, c'est devenu la liberté, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui nous emprisonne. Alors qu'au 19e siècle, jouir un peu mieux de la sexualité, enfin, c'est-à-dire la libération, allait dans le sens de l'autonomie, mais maintenant, la libération va dans le sens de l'esclavage parce que ça nous encourage, enfin, ça nous encourage à nous éloigner de tout ce qui peut être limite et loi, et donc de faire n'importe quoi, d'avoir besoin de n'importe quoi, n'importe qui. C'est vraiment ce qui constitue la prison à l'heure actuelle, c'est la liberté. Parce que ça empêche notre autonomie psychique. Donc, ce sont des mots qui peuvent être considérés comme synonymes, mais en fait, quelquefois, ça peut être des opposés. Comme le désir et le besoin, considérés comme synonymes, mais en fait, le besoin, vraiment, ça signifie qu'on a besoin, enfin, qu'on est dépendant de la personne, dépendance affective. Et alors que le désir, ça veut dire, voilà, par exemple, quand on est dépendant, on a besoin d'être avec les gens pour ne pas rencontrer la solitude, mais ce n'est pas par amour pour les gens, mais c'est très égoïstement pour ne pas être seul. Alors que quand on est dans le désir, eh ben, on n'a pas besoin, on est capable d'assumer sa solitude, on est capable d'assumer les gens, et on est d'autant mieux en lien avec les gens, avec notre enfant, notre conjoint et les autres, qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, on peut effectivement, on n'a pas besoin d'eux pour être vivant, pour être entier, pour éloigner les angoisses d'inexister. Donc, le désir et le besoin sont synonymes également. Voilà, mais mais en fait, c'est des contraires parce que le besoin empêche la manifestation et l'apparition du désir. C'est-à-dire, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. Je suis tout à fait d'accord. Donc justement, mais la frontière, elle est difficile en fait, parce qu'on s'est trouvé avec le Covid, avec des couples qui étaient déjà enfermés, hein, mais qui se sont encore plus enfermés, qui sont restés devant le canapé, Netflix, le Nutella. Je tiens la main de ma femme pour pas qu'elle ait peur, la main de mon mari pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il ait peur que je le trompe, que je la trompe. On est arrivé à quelque chose où la frontière entre besoin et désir est devenue compliquée, où les gens ne savent plus. Ils ne savent plus s'ils désirent, ils ne savent plus, ils ne ressentent plus le manque. Ils sont là, ils se tiennent la main, ils ne savent pas, ils ont l'impression d'être comblés, apaisés, mais en fin de compte, ils ne vivent pas. Donc, j'ai retenu plusieurs choses que tu as dit qui m'ont vraiment parlé. Alors, le couple, c'est faire advenir l'autre pour devenir soi, c'est aider l'autre à éclore en lui servant de garant et aussi de limite pour l'empêcher de se saboter dans la démesure. Chaque être, en créant l'autre, se crée lui-même et chacun, en devenant soi, fait advenir l'autre. Chacun sert à la fois de garant et de limite à son contraire. Aimer, c'est être désirant psychiquement adulte dans la gratuité du désir. Oui. Hein, et c'est pas ça, Parce en que fait, c'est parce qu'on rencontre rarement ça, en fait. Hein. Alors, je continue sur tes propos qui me parlent. La femme ne pourra s'accomplir, vivre pleinement sa féminité que si elle est désirée par un homme qui l'aime et la respecte. Quant à l'homme, c'est grâce au désir de la femme qu'il peut s'irriguer amant. L'homme et la femme se complètent. Chacun apporte non pas le complément, mais le manque à l'autre. Oui. Ça doit permettre à l'autre de se rendre conscient de son incomplétude, de son imperfection, de ce qui n'est nul un défaut, mais une vertu.
Donc là, on a beaucoup, c'est très parlant parce que c'est pas ce qu'on rencontre dans les couples maintenant. Bah non. Tout ce qu'on a dans mon bureau, c'est pas ça. C'est je tiens la main de ma femme pour surtout qu'elle n'ait pas peur. Mais dans ces cas-là, moi, je n'existe plus. Je ne m'autorise pas à vivre. Je suis avalée par l'autre. Tous ces couples de fusion où on est avalé, où on est une partie de l'autre, les gens ne s'autorisent pas à vivre et vivent comme ça. Et puis, bon, bah, tout à coup, automatiquement, il va y avoir des addictions. Il va y avoir, je vais aller vite voir dehors ce qui se passe parce qu'à l'intérieur, je me sens étouffée et il n'y a pas de vie. Et ça, on le voit, moi je le Mhm. vois beaucoup dans mon cabinet. On ressent vraiment cela. Et toi? Mhm. Est-ce que... Ouais, déjà, le mot fusion, c'est intéressant parce que la fusion, en fait, ça signifie qu'il n'y a pas de lien. Eh oui, il Il n'y n'y a a pas pas de... de lien. Parce que, enfin, dans les premiers liens entre l'enfant et la mère, il y a déjà, enfin, dans le ventre maternel, il y a déjà une fusion. Une fusion, mais vraiment même biologique, physique. Alors après, l'enfant naît, mais pendant assez longtemps, il y a quand même cette espèce de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire à l'extérieur de l'utérus qui se prolonge pendant quelque temps. Voilà, donc il y a un lien fusionnel entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, au départ, fait partie de la mère, enfin, physiquement, psychologiquement. Et c'est très important que, effectivement, cet attachement primaire, originaire, soit complètement satisfait. C'est-à-dire que, voilà, que la mère voilà, puisse materner l'enfant et être disponible psychologiquement. Voilà. Et c'est parce qu'il y a cette fusion que ça permet la séparation. C'est parce qu'il y a ces liens qui permettent la séparation, c'est-à-dire encourager la mère se séparer de l'enfant, encourager l'enfant à se séparer de la mère, et après l'enfant devient adulte, et c'est parce qu'il a vécu donc le lien et la séparation, enfin comme une espèce de logiciel avant, après il se permet de rentrer en lien avec les autres, même si voilà, il y a des séparations, il va pas s'écrouler. Alors, quand le lien entre la mère et l'enfant, cette fusion entre la mère et l'enfant n'a pas lieu, par exemple, l'enfant il est rejeté ou il y a voilà, donc la fusion ne peut pas se continuer, ou la mère ne peut pas être disponible parce qu'elle est maltraitée par le père, parce qu'elle est insatisfaite amoureusement et sexuellement. Ce lien entre cette fusion, ce lien entre l'enfant et la mère qui n'a pas pu avoir lieu, ça devient un lien blanc, ça devient une relation blanche, ça se transforme en fantôme. C'est-à-dire que, et puis l'enfant se fixe à la mère. Alors, ce qui veut dire que contrairement aux théories psychanalytiques, la fixation ne provient pas de l'abondance, mais la fixation provient du manque, parce qu'on n'a pas vécu. Et quand on a vécu le lien amène à la séparation, et la séparation permet, la séparation avec la mère, permet l'instauration de liens après avec des objets d'amour, enfin avec d'autres objets. Justement, la fusion, c'est la preuve irréfutable qu'on ne peut pas être femme séparée de l'homme séparé de la femme, qu'il n'y a pas de séparation, parce qu'il ne peut pas y avoir de lien sans la séparation des identités. Et toute fusion, confusion, comme dans le monde actuel où on ne sait plus qui est femme, qui est homme, et les changements sont tout à fait bénis, autorisés, applaudis, vous voyez, ça ne va pas dans le sens de la distinction-différenciation. Et comme ça ne va pas dans le sens de la distinction-différenciation, ça ne peut pas aller dans le sens d'engendrement des liens. Mais un autre problème très important que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que, en fait, les hommes et les femmes, ils ne savent pas ce que c'est l'amour et ils savent pas, on ne peut pas vivre. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas vivre tout seul. On me demande à moi d'aimer quelqu'un, la femme de... C'est-à-dire que nous sommes seuls dans la culture d'aujourd'hui. On doit régler le problème de l'amour, de la sexualité, de la mort, de l'enfantement, de la croissance. Il y a des tas de choses. Tout, on est tout seul. Alors qu'avant, c'est pas pour dire que c'était bien, mais parce qu'il y avait aussi des exagérations, mais c'est qu'avant, on avait un tiers symbolique. C'est-à-dire qu'il y avait des institutions qui nous donnaient un cadre et des lois.
Voilà, ce qui faisait que ça pouvait nous aider enfin, à vivre notre deuil quand il y avait un deuil, à grandir quand il y avait des cérémonies d'initiation. Vous voyez, on n'était pas tout seul par rapport à des tas de problèmes qui sont très importants et qui nous dépassent entièrement. Maintenant, c'est nous qui devons choisir et inventer tout seul. Et dans ce sens-là, on est souvent confronté à notre émotionnalité de l'enfant intérieur et qui est clivée de la raison et de la loi et des limites. Donc, la fusion, effectivement, ça traduit la difficulté de lien. Alors, la fusion, ou quand on dit c'est ma moitié, quoi, je ne peux pas m'en passer, c'est ma moitié. Alors, moi, je Le reprends aussi, besoin, voilà, hein, c'est la absolument. même chose, voilà. Ce n'est pas Absolument. deux individus à part entière, en fait. Là, on est dans quelque chose où ça ne fonctionne pas, qui n'existe pas pour moi. C'est un tout. Absolument. Et voilà. Alors, vouloir réparer l'histoire de ses parents comme enfant thérapeute pousse l'enfant devenu adulte à devenir le meilleur, le bon père, le meilleur mari, mais pas un autre à côté de sa compagne. Aider, briller, soigner, se rendre utile, indispensable, se placer au centre, travailler avec acharnement, se sacrifier, rendre heureux, réparer, sauver les autres pour satisfaire le besoin de reconnaissance et d'estime du petit garçon ou de la petite fille blessée, délaissée en lui pour penser sa blessure d'abandon. Impossible Absolument. d'accepter une faiblesse, une faille, défaut, une fragilité, un manque, son ombre. On est scindé en deux zones, une fête de lumière et de sérénité et l'autre noire, angoisse et dépression. Alors, je pense que quand on accepte d'être petit, on devient grand. Quand on accepte d'être soi avec ses failles, on peut accueillir l'autre. Ah, Quand c'est on ça la accepte, dialectique féconde des contraires. voilà, quand on accepte d'avoir été enfant, on peut grandir. Quand on accepte de s'aimer soi, on peut aimer un autre. Et quand on regarde au fond de soi, on regarde dehors. Absolument. C'est ce que C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à savoir qu'il y a deux, à chaque fois qu'on arrive à intégrer l'autre aspect et à ne pas être dans la lutte et le bagarre, effectivement, ça ne peut que nous grandir. C'est effectivement l'acceptation de la faiblesse et de la lumière qui nous donne la force et qui nous font grandir. Parce que sinon, on va les refouler, certaines valeurs, certaines émotions qui ne nous plaisent pas, on va les refouler. Mais ce n'est pas parce qu'on a refoulé quelque chose que cette chose va disparaître, va être anéantisée comme si ça n'avait pas existé. Quand on va refouler une émotion qui ne nous plaît pas, une valeur qui ne nous plaît pas, qui nous dérange, eh bien, cette valeur va se développer et s'enfler et se grandir, enfin, dans l'obscurité, dans le refoulement, et ça viendra, après, ça sera de plus en plus fort et ça nous affaiblira de plus en plus. Parce que quand on lutte contre un symptôme, eh bien, on dépense de l'énergie, donc on s'affaiblit et l'énergie qu'on a employée est récupérée immédiatement par le symptôme qui devient de plus en plus fort et qui finit par nous dévorer. Donc, c'est pour ça que le repérage, si vous voulez, de toutes les émotions négatives, le repérage, enfin, le repérage des contraires et leur intégration dans une dialectique féconde des contraires, c'est-à-dire ne pas être dans le refoulement, eh bien, ça devient un engrais et ça devient vraiment une énergie extraordinaire pour le psychisme. Alors que ça contredit l'idéologie actuelle qui va chercher des solutions toujours à l'extérieur, dans les antidépresseurs, les antibiotiques, les vaccins, les pesticides, voilà, et la consommation, etc. Parce que genre le manque, par exemple, eh bien, on a des milliers de moyens pour remplir le manque. Alors, plus on remplit le vide, et plus il devient agressif et envahissant. Alors que dans le cas contraire, vraiment l'acceptation du vide, c'est quelque chose qui nous remplit, c'est quelque chose comme l'acceptation de toutes les valeurs supposées négatives, le vide, l'angoisse, la dépression, la culpabilité, par exemple, c'est une valeur. Alors, on a négativisé la culpabilité pendant quelques décennies et on a voulu vraiment la supprimer. Mais en fait, la culpabilité est une bénédiction, c'est une valeur
sublime. Donc, voilà, donc je préconise dans le livre de, voilà, les, les- les vertus de la passivité, de ne pas faire tout le temps, de ne pas trouver des solutions tout le temps, de ne pas être tout le temps dans la lutte et dans la bagarre et dans le refoulement, parce qu'à plus ou moins long terme, ce sont des choses qui se retournent contre nous. Alors, puisque je parle de ça, un des motifs de la pollution, pas parce que c'est aussi un phénomène très complexe, eh ben, c'est l'hygiénisme. C'est-à-dire que si on veut tout le temps être propre, tout nettoyer, eh ben, donc comme on ne peut pas lutter contre la saleté, mais on ne fait que la déplacer, vous voyez, donc on est tout le temps dans le refoulement du sale, du refoulement du sale. Et ça va, et ça, voilà. Alors, on trouve de plus en plus de produits pour être de plus en plus propre, mais c'est justement tous ces produits de lavage qui viennent se venger en quelque sorte après, parce qu'on ne peut pas lutter contre la saleté. Donc, l'acceptation de ce qui ne nous plaît pas les rend de moins en moins dangereux et ça peut servir d'une énergie à notre croissance. J'aime bien cette phrase chez toi. La maison soit habitée par deux colocataires, l'adulte et son enfant intérieur. Quand on se sacrifie pour quelqu'un, c'est lui que l'on immole sur l'autel de son narcissisme. C'est des phrases magnifiques. Absolument, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un peu l'altruisme. Parce que dans l'altruisme, alors exagéré, qui va jusqu'à le sacrifice de soi, de ses désirs et besoins, voilà, on a érigé ça au rang d'une valeur humaine. Voilà, on l'applaudit. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus égoïste qu'un altruisme exagéré. Parce que dans l'altruisme exagéré, on n'est pas dans le don, mais à travers le don, on est dans la quête de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'une mère trop aimante, par exemple, donne trop d'amour à son enfant, non pas parce qu'elle aime trop son enfant, mais parce qu'elle se comporte comme une petite fille qui a besoin de quémander, de mendier, de dire à l'enfant, tu vois, tu as une maman adorable, tu as une maman gentille, donc aime-moi. L'amour qu'elle n'a pas reçu de ses parents dans son ailleurs et avant, elle va le demander à son enfant en étant trop bonne, trop comblante, trop maternante. Et puis en plus, elle va priver son enfant voilà, de développer ces mécanismes d'immunité, de défense et voilà, de l'affaiblir, enfin de le rendre toujours dépendant et passif. Et tout ça. Donc, dans l'altruisme exagéré, en fait, c'est la preuve d'un narcissisme vraiment hyper exagéré parce que quand on aime vraiment l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, on lui donne, mais on peut lui dire aussi non, on peut aussi lui refuser. Enfin, c'est les quatre critères. Donc, voilà, l'égoïsme, enfin, l'altruisme exagéré, hein, parce que l'amour de l'autre est une valeur très précieuse. Mais l'altruisme exagéré, quand on se sacrifie, par exemple, pour l'autre aussi, quelquefois, c'est commandé par le fait que, pour ne pas me sentir coupable, et pour ne pas se sentir coupable, on dit oui, on fait des choses, on se sacrifie aux autres. Mais alors, vous voyez, ça aussi, c'est un mécanisme en fait, qui va se retourner contre nous parce que on arrive pendant quelques minutes ou pendant quelques jours à se déculpabiliser en se sacrifiant, à ne pas à aménager sa culpabilité. Mais après, on ne fait que multiplier sa culpabilité, son sentiment de culpabilité par 10. Pourquoi? Parce que pour l'inconscient, aucune faute, aucun péché n'est plus grave que celui qui consiste à se sacrifier, le sacrifice de soi. Donc, apparemment, on fait quelque chose, voilà, on se sacrifie comme ça pour apaiser sa culpabilité, comme ça on ne se sent pas coupable. Mais en fait, c'est une stratégie vraiment tout à fait pernicieuse parce qu'on multiplie sa culpabilité par 10. Alors, c'est pour ça que la meilleure façon d'apaiser sa culpabilité, c'est de commettre la faute.
qui consiste à être soi et à pouvoir se dire non et à pouvoir dire non quelquefois à quelqu'un et à pouvoir être un peu moins bon vis-à-vis d'autrui et meilleur avec soi grâce à la réhabilitation de ses parents intérieurs, c'est-à-dire en se comportant vis-à-vis de soi-même comme une gentille maman vis-à-vis de son bébé, et en se comportant vis-à-vis de soi comme un père protecteur, c'est-à-dire en se donnant des limites, en se disant non, en ne faisant pas, en ne disant pas, en n'agissant pas selon l'émotionnalité capricieuse et impulsive de l'enfant intérieur en nous. Ah bah on a dit pas mal de choses, là, on va s'arrêter. Un petit peu, je te garde un petit peu. Je voudrais savoir, l'homme que tu es me donnerait quelle différence entre l'amitié et l'amour, à part le désir sexuel? Est-ce qu'il y aurait une autre différence? Bah, dans l'amour, oui, enfin, pour la personne que je suis, dans l'amour, on est quand même plus près de... Oui, enfin, c'est plus intense, c'est plus important parce que, oui, c'est-à-dire que dans l'amour, oui, on prend l'autre, on se donne aussi à l'autre. Euh, voilà, c'est plus important. Ça devient aussi, alors tu as dit amour sans le côté physique sexuel, Alors, amitié ou mais, amour, oui. mais dans l'amour, il y a une proximité même physique, organique. Par exemple, on fait l'amour avec son mari, on fait l'amour avec sa femme, il y a le corps, on crée l'enfant, c'est-à-dire, voilà, en faisant l'amour, on crée l'enfant, c'est-à-dire que l'amour de l'enfant, l'amour avec le mari, la femme, voilà, n'est pas sans cette incarnation. Il y a une incarnation avec les amis, et ça n'a peut-être pas la même profondeur. Ça n'a peut-être pas la même profondeur et la même intensité. Il y a le côté incarnation qui manque. Enfin, il n'y a pas de ce côté incarnation. Bah, je sais pas, mais enfin, je sais pas trop l'expliquer comme ça, puisque la question m'est posée comme ça. Mais dans mon esprit, je fais bien la différence entre une amitié et de l'amour. C'est pas du même ordre. Non, je n'aurais pas trop l'expliquer, mais Oui, moi je l'expliquerai autrement, mais bon, oui, je pense comment que tu expliques? j'expliquerai que la différence, c'est vrai que ça peut être une attirance physique, mais est-ce qu'il y a forcément une différence autrement? Parce que beaucoup de couples sont très amis. Il y a des couples qui sont mariés, qui sont amis, mais il n'y a pas de désir. C'est pour ça qu'on peut aller dans quelque chose de complexe là. Oui, mais dans le couple, oui, alors Voilà, dans le couple, voilà, c'est ça, dans le dans le couple. couple. Alors, dans Donc, le dans couple, l'amitié aussi, dans l'amitié, il y a des amitiés amoureuses, il y a des amitiés qui passent au couple, on a tout en fait. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je ne sais pas, c'est peut-être la différence, c'est peut-être celle qu'on désire s'accorder, je ne sais pas. non, c'est-à-dire que dans le couple, déjà, étant donné il y a des liens entre l'identité plurielle, c'est-à-dire qu'une femme n'est pas que la femme pour l'homme, c'est une amie, c'est la sœur, c'est la mère. Alors, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, par exemple, Oui. pour que l'identité plurielle de la femme, pour que la femme ne soit pas que par rapport à la sexualité, qu'on ne soit pas un objet sexuel, c'est pour ça que, voilà, donc une loi féministe avant la lettre, c'est que les rapports sexuels entre les femmes et les hommes étaient interdits pendant les règles menstruelles, c'est-à-dire que la femme est taxée d'impureté. Donc, alors ça voulait dire qu'effectivement, la femme n'est pas disponible tout le temps, qu'elle n'est pas consommable tout le temps. C'est Donc, pas la un objet. femme a une personnalité, a un être, voilà, qui n'est pas, on ne fait pas tout le temps l'amour, on établit avec elle des liens parce que déjà, on est comme deux associés dans une entreprise, parce que la famille est déjà une entreprise économique. Il faut gagner de l'argent, dépenser de l'argent, acheter ceci. Donc, ces deux associés dans une entreprise, c'est voilà, c'est ma femme, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est une amie. S'il n'y a pas cette complexité, s'il n'y a pas ces différents visages, et que si la femme est réduite, ou l'homme d'ailleurs, hein, à une seule de ses fonctions, c'est-à-dire amie ou mère ou sexualité, etc., le couple s'écroule, ça ne peut pas durer dans le temps. Voilà.
Alors, c'est pour ça qu'effectivement, il y a ces différents visages, ces différentes facettes du diamant, cette pluralité d'identités qui est absolument indispensable. Alors, dans les cas d'amitié où on a des rapports sexuels aussi, donc c'est plus des rapports d'amitié, c'est des couples. Mais la question que vous posez, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est important aussi de différencier l'amitié de l'amour parce que sinon, voilà, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut savoir quand même qui est qui, quelle est la place de chacun, quelle est la fonction de chacun. On ne peut pas être non plus tout le temps. Et, voilà, je répète tout le temps ça. C'est très important de poser les limites parce que c'est les limites qui garantissent notre identité et du coup, l'identité des autres est un fonctionnement qui n'est pas basé sur le sacrifice et la fusion, etc., qui peuvent être effectivement épanouissantes pour tout le monde. Voilà, on a parlé de plutôt 1 heure au lieu d'une demi-heure. Il faut que chacun trouve sa place, en fait, je crois, que ce soit dans l'amitié ou dans le couple. Il faut que chacun garde sa place et trouve sa place à côté de l'autre. Absolument. Chacun gagne sa place, gagne. Quelle que soit la situation. Alors, je vais terminer par un petit texte avant de te lâcher, Moussa. Alors, pour moi, vivre, c'est prendre le risque de tomber et de renaître de ses cendres, tel un phénix encore et encore. Oui. C'est aller dehors et tant pis s'il pleut. C'est s'autoriser à grandir, ne pas s'enfermer dans ce fantasme originel. Oui. C'est aimer pour aimer l'autre. C'est accepter l'autre comme son contraire et pas comme une continuité de soi. C'est s'autoriser à ne pas être parfait, être déçu, accepter d'être rejeté encore et encore et travailler à chaque fois sur ce rejet qui n'est au fond qu'un ressenti qui nous est propre, qui nous ramène à notre histoire d'enfant, à notre enfant intérieur carencé. Il est normal de souffrir, l'inverse serait insupportable, pas de soleil sans brouillard et sans pluie. Même si ce n'est pas l'adulte qui est en nous qui souffre, mais l'enfant blessé qui se sent impuissant, rempli de culpabilité et abandonné dans sa souffrance, les scénarios de notre vie d'adulte nous ramènent inlassablement à lui et le revit sans cesse le rejet et la maltraitance, comme si cela se passait ici et maintenant. Comment restaurer nos failles sans honte et sans regret? Il n'y a pas de solution magique. Bon, la mienne, perso, elle est de laisser venir les choses, d'accepter d'en souffrir intensément, de crier, de pleurer sous la douche encore et d'attendre en gardant toujours un pas dehors. Accepter ces émotions sans les censurer, accepter de les vivre sans les fuir, faire le lien entre le dedans et le dehors, et à un moment, aller savoir pourquoi. Les émotions ainsi libérées vous autorisent à briller encore et encore jusqu'à la prochaine fois. Votre enfant intérieur a fini de pleurer, il a été entendu. Ainsi va la vie, et vivre, c'est avant tout accepter de regarder dehors le ciel nuageux, la pluie, la neige, le brouillard, dans l'ordre ou dans le désordre, pour tout à coup ressentir sur son corps la chaleur du bien-être et tout au fond de soi le soleil briller de tous ses éclats. Alors, je vais finir par une phrase qui me touche et me ressemble et terminer en parlant d'aimer. Il me semble une belle conclusion. Oui, je confirme, il existe une vie avant la mort. Il suffit simplement d'accepter d'être soi, ne plus cliver en prenant son enfant intérieur par la main. Aimer, c'est aider l'autre à briller, alors qu'il nous aide à briller en retour dans le respect de nos différences, en accord avec nos autonomies psychiques respectives, en s'acceptant, alors j'y reviens toujours, imparfait et vivant sur le chemin de nos désirs. Alors, merci Moussa pour ce moment. Merci pour cette belle conclusion. Voilà, pour ta bienveillance et ton authenticité remplie d'humanité. Je suis personnellement très heureuse de faire la promotion de ton livre pour sa sortie en librairie. Alors, je pense qu'il est sorti là. Oui, hier. Hier, Se reconstruire, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, reçoit en retour au nom de tous les membres de l'Association des psychanalystes modernes, de Serge Sommer, de Pascal Brégeron et de moi-même, notre plus profonde humanité. Merci. Au revoir pour ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis ravi, au revoir.